Coucou! On va reprendre le chapitre 1, penser de manière critique avec la psychologie scientifique, ok? Donc avant, on avait vu que la corrélation pouvait être illusoire, on pouvait penser qu'une corrélation égale une causalité, dans le sens où si deux événements ont un même mouvement, alors il y a une cause entre ces deux événements. Eh ben non, pas forcément. Donc voilà. Pas forcément. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on parle de corrélation et non de causalité. Euh, donc là, nous allons voir percevoir un ordre dans des événements fortuits. Donc en fait, on va se rendre compte que, si je comprends bien le titre, que dans un événement totalement aléatoire, notre cerveau va percevoir une sorte de logique, d'ordre, de, de manière ordre. Enfin, la raison résonne, comme on dit. C'est la raison qui cherche une raison, même quand il n'y en a pas forcément. C'est parti. Les corrélations illusoires proviennent de notre désir naturel de donner du sens au monde qui nous entoure. En face de n'importe quelle donnée, nous recherchons un ordre, un modèle explicatif. Et en général, nous en trouvons un, parce que les séquences aléatoires n'en ont souvent pas l'air. Si on lance une pièce 10 fois dans une séquence suivante de piles, P, ou face F, et que ça donne F, 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 P, 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 ou FPPFPF ou FFFFFF, a-t-elle plus de chances de sortir que les deux autres? Daniel Kahneman et Amos Tversky, à tes souhaits, 1972, ont montré que la séquence qui avait le plus de chances de sortir pour la plupart des gens était la séquence FPPFPF. En fait, chacune des séquences possibles a une probabilité égale. Vous pourriez dire aussi une improbabilité égale de se produire. Une main de bridge ou de poker contenant une suite du 10 à l'as unicolore à cœur peut paraître extraordinaire, mais en réalité, cette combinaison n'est ni plus ni moins probable que n'importe quelle autre. Et oui. Les psychologues Thomas Holt-Graves et James Skill, en 92, ont étudié les perceptions des phénomènes aléatoires. Pour cela, ils ont examiné les paris effectués dans une loterie à 3 chiffres, le Pick 3, dans l'Indiana. Vous pouvez jouer aussi. Choisissez un nombre à 3 chiffres compris entre 0 et 99. Donc moi j'ai pris 822 dans ma tête. Avez-vous choisi un nombre avec un chiffre répété, comme 525? Bah oui. Probablement pas. Ah bah merde. Seuls 14% des 2,24 millions de combinaisons choisies en juillet 1991 avaient un chiffre répété. Bah merde, je fais partie des 14%. Bien que la répétition d'un chiffre se produise dans 28% des nombres possibles, certains nombres paraissent moins aléatoires que d'autres. Et les gens préfèrent parier des séries qui semblent plus aléatoires. Dans des séquences réellement aléatoires, les structures et les alternances qui paraissent organisées comme c'est le cas lorsque les chiffres se répètent, surviennent plus souvent qu'on ne le pense. C'est ainsi que, de la même manière, si on montre des données aléatoires à des scientifiques ou à des psychologues, ils repèrent souvent des structures intéressantes. Guinon en 92. Cherchez et vous en trouverez. La difficulté à reconnaître le caractère aléatoire de certains événements peut nous prédisposer à rechercher des explications extraordinaires pour des faits ordinaires. Imaginez que, par une chaude journée de printemps, 4000 étudiants se retrouvent pour un tournoi de pile ou face, l'objectif étant de toujours tomber sur face. Au premier lancer, donc, demi réussissent et restent en lice pour le deuxième tour. C'est normal car il y a 50% de chances de l'avoir, 50% de chances de perdre. Donc c'est moitié-moitié, quoi. Donc là, on va couper en deux à chaque fois. Comme vous pouvez vous y attendre, environ 1000 d'entre eux restent pour le troisième, 500 pour le quatrième, 250 pour le cinquième, 125 pour le sixième, 62 pour le septième, 31 pour le huitième, 15 pour le neuvième. Il ne reste que pour le dixième tour que 8 individus extraordinaires qui sont tombés 9 fois sur la face et qui sont au maximum de leur concentration. À cet instant précis, la foule des perdants observe silencieusement ces experts du pile ou face qui vont, à nouveau, montrer leur étonnante capacité. Le jeu est temporairement arrêté afin qu'un aréopage de scientifiques impartiaux puisse observer et noter l'incroyable réussite de ces individus géniaux. Hélas, à chaque tour suivant, la moitié d'entre eux retombèrent sur pile, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Bien sûr, dirent leurs admirateurs, le jeu de pile ou face est une tâche très délicate. Et la tension générée par le regard des scientifiques a perturbé leurs dons fragiles. Certains événements semblent exactement
certains événements semblent tellement extraordinaires que nous devons nous faire violence pour concevoir des explications banales ou liées au hasard, comme pour notre jeu de pile ou face. Dans ces cas-là, les statisticiens, faut le dire celui-là, se laissent moins souvent mystifier. Lorsque Evelyn Mary Adams gagna 2 fois à la loterie du New Jersey, les journaux écrivirent qu'elle n'avait qu'une chance sur 17 milliards de réaliser cet exploit. Cela est-il bizarre ? En réalité, une chance sur 17 milliards correspond à la probabilité pour une personne donnée qui a acheté consécutivement 2 billets de la loterie du New Jersey de gagner à chaque fois. Mais les statisticiens Stephen Samuels et George McCabe, en 89, ont noté que, étant donné les millions de gens qui achètent des billets de la loterie nationale américaine, il était pratiquement sûr qu'un jour, quelque part, quelqu'un gagnerait 2 fois le gros lot. D'ailleurs, comme le disaient les statisticiens Percy Diaconis et Frédéric Mosteller, en 89 aussi, avec un échantillon suffisamment grand, n'importe quel événement ayant un caractère inouï a une chance de se produire. Oui, parce que s'il y a une chance sur 17 milliards, mais qu'il y a plus de, on va dire, 10 millions de personnes qui jouent à ça, forcément, les chances de voir survenir l'événement sera réduite de 10 millions. Enfin, je ne suis pas statisticien et je pense que ce raisonnement est un peu bancal, parce que je ne suis pas statisticien, encore une fois, mais on comprend facilement que plus il y a de gens qui tentent leur chance, plus il y a une probabilité que cet événement arrive, quoi. Nous vivons tous des événements que nous sommes sûrs de pouvoir ressentir comme étonnants sur le moment et après coup. Un jour, ma fille a acheté 2 paires de chaussures et nous avons ensuite été stupéfaits de découvrir que les 2 marques de celles-ci correspondaient pour l'une à son prénom et pour la seconde à son nom de famille. Une autre fois, annonçant, pour payer le nombre inscrit sur le compteur du photocopieur de notre bibliothèque, je perturbais le responsable à qui je venais de donner mon numéro de carte d'abonné, qui correspondait à ce moment précis au nombre à 6 chiffres inscrits sur le compteur. Alors que je regardais les deux dernières périodes d'un match de baseball des Chicago Cubs qui se jouait à Pittsburgh, quelle ne fut pas ma surprise de voir ce lambin d'Andre Dawson réussir à faire le tour complet du terrain à 2 reprises, alors que cela ne lui était arrivé que 3 ou 4 fois dans sa longue carrière. Ce qui est encore plus étrange, c'est que ces 2 tours ont été effectués dans le dernier jeu de batte, alors que 2 joueurs étaient dehors. Cet exploit donnait l'avantage et peut-être la victoire à son équipe. Mais Pittsburgh fit mieux dans la deuxième partie de ce dernier jeu. Vous auriez adoré voir jouer cette équipe des Cubs. Ron Vachon, Ron Vachon, enfin, on va se la dire à l'américaine parce que sinon c'est compliqué. Ron Vachon, également fan de baseball, fut encore plus étonné lors d'une partie qui se joua en septembre 1990 à Boston. Rickey Henderson, le relanceur des Aces d'Oakland, réussit à renvoyer 2 fois de suite des balles fautes envoyées droit sur lui. Qu'une telle chose puisse arriver à Vachon, qui aurait raté ces 2 balles, est extraordinairement improbable. Ce qui peut n'arriver que quelques fois n'est donc pas improbable. Un événement qui n'arrive chaque jour qu'à une personne sur 1 milliard survient environ 6 fois par jour et 2000 fois par an. Donc finalement, c'est pas si extraordinaire que ça. Corrélation et causalité, prochain chapitre. Vous voyez, corrélation et causalité, on y arrive. Nous avons vu jusqu'à présent que la corrélation nous permettait de prédire et de pallier les illusions de notre intuition défaillante. La violence à la télévision est corrélée avec les comportements agressifs et par conséquent, les prédit. Mais le fait de voir des actes violents cause-t-il des comportements agressifs ? Une faible estime de soi est-elle la cause de la dépression ? Si sur la base de l'existence de ces corrélations vous estimez que c'est le cas, vous ne serez pas seul. L'erreur de raisonnement peut être la plus irrésistible pour le grand public, mais aussi pour les psychologues. L'erreur de raisonnement peut être la plus irrésistible. L'erreur de raisonnement peut être la plus irrésistible pour le grand public, mais aussi pour les psychologues, est de penser que la corrélation prouve la cause. Peu importe la force de la relation mise en évidence, cette idée est complètement fausse. Si le fait de voir des actions violentes à la télévision est positivement corrélé au comportement d'agressivité, cela signifie-t-il que la violence à la télévision influence ce type de comportement ? Peut-être. Ou bien cela veut-il dire que les personnes agressives préfèrent regarder les programmes violents ? Peut-être. On n'en sait rien.
On peut moderniser un peu le truc en remplaçant télévision par jeux vidéo. On a vu dans les actualités qu'il y a des enfants qui tuent d'autres personnes parce qu'ils ont perdu une partie de jeux vidéo. Ces jeux vidéo mettent en scène de la compétition avec des armes de tir, enfin avec des armes quoi. Mais là où on aurait tort de penser, je pense, franchement oui, je crois vraiment qu'on aurait tort de penser que parce qu'ils jouent à des jeux vidéo où on tire sur des gens et on tue des gens, que ces enfants-là se mettent à tuer. Je pense plus que c'est une histoire de frustration et que on pourrait avoir un Candy Crush version extrêmement frustrante. Le gamin succomberait tout autant au fait de tuer quelqu'un. Je pense franchement vraiment ce que je dis. Que ce soit un jeu de tir, de violence ou autre, oui, ça doit peut-être faciliter l'accès au passage à l'acte. Et encore, on voit plus que c'est une question de maîtrise des émotions, surtout dans un monde aussi complexe que le nôtre, où finalement les individus se retrouvent plus faibles psychologiquement que renforcés. J'en veux pour preuve le taux de dépression en France, le manque de psychologues dans tous les services et dans tous les domaines. Donc voilà, je pense vraiment qu'il y a un vrai sujet entre corrélation et causalité que tout le monde, tout au moins beaucoup de personnalités publiques s'amusent à faire entre les jeux vidéo et la violence, alors que le problème est bien plus profond. Et est peut-être corrélé, mais n'a pas de causalité. Qu'en est-il de la corrélation négative trouvée entre l'estime de soi et la dépression ? Il est possible qu'une faible estime de soi soit la cause de la dépression, mais comme le suggère la figure 1.5, donc petite figure avec mauvaise image de soi qui provoque la dépression qui provoque une mauvaise image de soi, et en dessous, un événement pénible ou prédisposition biologique qui influence sur la mauvaise image de soi et sur la dépression. Voilà, en gros. Nous aurions la même co-occurrence dépression, faible estime de soi. Si la dépression causait une autodépréciation, ou si un troisième facteur tel que l'hérédité ou la biologie cérébrale était la cause, d'à la fois une faible estime de soi et de la dépression, chez les hommes, la durée du mariage est positivement corrélée avec la chute de leurs cheveux, parce que ces deux facteurs sont associés à un troisième âge. Moralité, la corrélation permet de prédire et peut suggérer une possible relation de cause à effet, mais elle ne fournit pas une explication causale. Savoir que deux événements sont corrélés ne nous dit rien quant à la cause. La corrélation ne prouve pas une causalité. Rappelez-vous de ce principe et vous serez plus prudent lorsque vous lirez les comptes rendus d'études scientifiques dans les journaux ou dans ce livre. Expérimentation. Heureux sont ceux qui ont été capables de découvrir la cause des choses, notait le poète romain Virgile. Et oui, Virgile, poète romain de l'Antiquité. Non, du Moyen-Âge ? Je sais plus. Du haut Moyen-Âge ? Je sais plus. Virgile, bref, c'est pas le sujet. Nous nous interrogeons et discutons sans fin sur le pourquoi de l'action des gens. Pendant que j'écris, les journaux du jour sont remplis de ce genre de questions. Qu'est-ce qui a poussé de jeunes Anglais à frapper à mort un enfant de 2 ans ? Pourquoi les gens fument-ils ? Pourquoi les adolescents célibataires ont-elles des enfants ? Pourquoi les gens font-ils des choses stupides quand ils boivent ? La psychologie ne peut pas répondre à ces questions de manière directe, mais elle nous a aidés à comprendre ce qui influençait les comportements agressifs, l'usage de stupéfiants, les comportements sexuels, et ce à quoi on pense quand on a bu. Dans la vie quotidienne, de nombreux facteurs influencent le comportement. Pour isoler la cause et l'effet, pour expliquer ce qui contribue à la cause, par exemple de la dépression, les psychologues réalisent des expérimentations. Elles permettent aux chercheurs de faire le point sur les effets possibles d'un ou de plusieurs facteurs. A. En manipulant les facteurs de l'étude, et B. En maintenant constant, en contrôlant, en quelque sorte, les autres facteurs. Imaginez que les chercheurs veuillent étudier l'effet de la consommation d'alcool sur les capacités intellectuelles. Avant de faire un test d'intelligence, ils doivent manipuler la consommation d'alcool en donnant à certains une boisson au goût prononcé contenant de l'alcool et aux autres la même boisson sans alcool. En répartissant au hasard les sujets entre les deux conditions, qui par ailleurs sont identiques, tous les autres facteurs seront maintenus constants. Cela permettra d'éliminer d'autres explications possibles concernant les effets de l'alcool sur les capacités intellectuelles. Si le comportement change après avoir fait varier un facteur expérimental comme le taux d'alcool, alors c'est que ce facteur produit un effet. En d'autres termes, contrairement aux études corrélationnelles qui mettent à jour les relations qui surviennent naturellement,
Une expérience manipule un facteur pour en étudier les effets. En guise d'illustration, examinons 2 expériences réelles. L'expérience des maillots noirs. Les maillots noirs affectent-ils la perception ? Les psychologues Mark Frank et Thomas Gilovich, camarades, 1988 de la Cornell University, ont remarqué que dans presque toutes les cultures allant de l'Afrique centrale à l'Orient, en passant par l'Europe de l'Ouest, la couleur noire avait une mauvaise connotation. Au cinéma, les méchants sont habillés en noir. C'est un jour noir quand nous sommes black boulés, ou que nous recevons la lettre d'un corbeau. L'ayatollah Khomeini parlait toujours de la Maison Noire lorsqu'il faisait allusion à la résidence du président des États-Unis, qu'on appelle Maison Blanche. On voit bien que c'est une provocation. Pour résumer ces observations variées, Frank et Gilovich ont proposé une théorie très simple, de courte portée. Les vêtements noirs renvoient au mal, nous incitant d'une part à percevoir les gens habillés en noir comme mauvais et d'autre part à inciter les gens portant du noir à agir leur mauvais penchant. Frank et Gilovich savaient qu'une théorie utile devait permettre de générer des hypothèses vérifiables. Ils en déduisent donc quelques-unes. Tout d'abord, ils prédisent que des gens ne connaissant pas le football américain et le hockey trouveraient un caractère plus diabolique aux tenues noires portées par les équipes nationales de ces 2 sports. De fait, les gens ont jugé, pour chacun des 2 sports, que les tenues noires renvoyaient au qualificatif mauvais, vicieux et agressif. Les méchants All Blacks. D'autre part, Frank et Gilovich firent l'hypothèse et mirent en évidence une corrélation positive entre les tenues noires et le nombre total de pénalités attribuées pour le jeu agressif. À l'exception d'une saison sur 17, entre 1970 et 1986, les équipes de football américains portant des maillots noirs avaient été pénalisées d'une manière disproportionnée. De la même façon, au cours de chacune des 16 saisons de hockey entre 1970 et 1971 et 1985 et 1986, les équipes ayant des tenues noires sont restées plus longtemps en prison. De plus, lorsque les Pittsburgh Penguins échangèrent leurs tenues pour des maillots noirs, en milieu de saison entre 79 et 80, la durée moyenne des pénalités passa de 8 à 12 minutes. Donc, pour ces 2 sports au moins, il y a bien une corrélation positive entre les maillots noirs et un jeu pénalisant. Rappelez-vous, une corrélation est une simple relation entre 2 facteurs, comme par exemple dans ce cas entre les tenues noires et les pénalités. Les corrélations ne peuvent pas prouver la relation de cause à effet. Et il n'y a peut-être pas de relation de cause à effet, il se peut que les équipes qui veulent redonner une image agressive choisissent des tenues noires et embauchent des joueurs agressifs. Par exemple, pour les Hells Angels, des tenues blanches ne conviendraient pas. Mais pouvez-vous imaginer des causes possibles à cette corrélation ? Frank et Gilovich en ont suggéré 2. La corrélation existe parce que les arbitres perçoivent les actions des joueurs en noir comme plus violentes que les mêmes actions effectuées par des joueurs n'en portant pas, ou bien parce que les joueurs qui portent du noir se comportent à l'image qu'on a d'eux. En faisant les expériences dans le but d'évaluer ces 2 hypothèses, Frank et Gilovich ont, dans un premier temps, trouvé que les maillots noirs affectaient de fait la perception. Ils filmèrent 2 épisodes successifs d'un match de football américain dans lequel les défenseurs portaient des maillots noirs ou des maillots blancs. Ils repoussaient le porteur du ballon de quelques yards en arrière. Et soit ils le plaquaient, soit ils le projetaient violemment en l'air. Les expérimentateurs manipulèrent alors le facteur couleur de maillot. Des sujets furent répartis au hasard pour tester la condition expérimentale ou la condition contrôle. Dans la condition expérimentale, les sujets virent la même bande vidéo en couleur, avec la couleur des sujets. Supporters, arbitres, professionnels, ont été plus tentés de juger les actions du jeu comme étant agressives et irrégulières lorsqu'elles étaient réalisées par les joueurs en noir. Afin de comparer, les expérimentateurs ont supprimé la couleur pour créer une condition de contrôle, qui est une condition qui contraste avec la situation expérimentale. Lorsque tous les maillots apparurent en gris terne, les sujets jugèrent les plaquages irréguliers en égale proportion, et ce quelle que soit la couleur du maillot de l'auteur. Par conséquent, la condition de contrôle d'une expérience procure une base de référence, baseline, pour pouvoir comparer l'effet d'un traitement appliqué dans la condition expérimentale.
La notion de répartition au hasard est une des clés de voûte de l'expérimentation. Si nous ne répartissons pas au hasard suffisamment de sujets d'âge et d'opinions différents dans 2 groupes, nous obtiendrons dans ces 2 groupes une répartition à peu près égale des âges et des opinions, mais aussi de toutes les autres caractéristiques qui pourraient affecter les résultats. Avec un tirage au sort, nous pouvons donc dire que si les 2 groupes se comportent ou se sentent différents à la fin de l'expérience, c'est probablement dû à une variable indépendante de l'expérience. Sans une répartition au hasard, les groupes peuvent différer de manière à affecter le résultat. Si des chercheurs demandent aux occupants d'un dortoir de voir la vidéo en couleur et à ceux d'un autre de voir la même vidéo en noir et blanc, ils ne sauront pas de la couleur ou du dortoir ce qui aura été responsable de la différence. Lors d'une seconde expérience, les étudiants de Cornell s'inscrivirent pour participer à une étude sur la psychologie de la compétition. Frank et Gilovich distribuèrent à chacun, au hasard, des maillots noirs et des maillots blancs. Ils les invitèrent ensuite à choisir des jeux. Ceux à qui ils avaient attribué des maillots noirs eurent une préférence plus importante pour des jeux agressifs, en moyenne, car de tels résultats ne peuvent nous donner qu'une tendance de groupe. Le fait de porter du noir a un effet non seulement sur la perception, mais aussi sur le comportement. Les expériences de Frank Gilovich étaient relativement simples. Elles ne manipulaient qu'un seul facteur, la couleur du tissu. Nous appelons ce facteur expérimental la variable indépendante. Donc ce qu'on peut manipuler dans une expérimentation, c'est la variable indépendante. Parce qu'on peut la faire varier indépendamment d'autres facteurs, tels que l'âge ou la taille des joueurs. Les expérimentateurs examinent l'effet d'une ou plusieurs variables indépendantes sur plusieurs comportements mesurables qu'on appelle variables dépendantes. Donc ça, c'est les variables auxquelles les expérimentateurs ne peuvent pas grand-chose. Comme il était précisé tout à l'heure, l'âge, la taille, les opinions des joueurs, enfin des personnes, ils ne peuvent pas influer dessus, donc c'est une variable dépendante. On les appelle ainsi parce qu'elles varient en fonction de ce qui se passe durant l'expérience. Chacune de ces variables a des définitions opérationnelles. Celles-ci spécifient les procédures qui créent la variable indépendante ou mesurent la variable dépendante. Elles répondent ainsi à la question « Que voulez-vous dire ?» avec une exactitude permettant à d'autres de refaire l'étude. Dans la première expérience de Frank et Gilovich, la variable dépendante était le jugement des sujets à propos du jeu irrégulier en réponse à A. La condition de contrôle, bande vidéo avec les maillots gris terne, et B. La condition expérimentale, bande vidéo permettant de distinguer les maillots noirs des maillots blancs. Récapitulons. Une expérience a au moins 2 conditions différentes, une condition contrôle ou de comparaison et une condition expérimentale. La répartition au hasard rend identiques les conditions avant les effets de la procédure de test. De cette manière, l'expérience teste l'effet d'au moins une variable indépendante, le facteur expérimental, sur au moins une variable dépendante, la réponse que l'on mesure. Remarquez d'autre part que dans cette série d'études, une théorie très simple inspirée d'observations de tous les jours a pu générer des hypothèses. Ces prédictions, inspirées d'observations de tous les jours, ces prédictions ont été confirmées par l'existence de corrélations entre les tenues des joueurs et les pénalités reçues, ce qui a stimulé la conduite d'expériences pour en examiner la cause. Jusqu'à quel point pouvons-nous nous permettre de généraliser les résultats de Frank et Gilovich ? Bien sûr, nous ne percevons pas les prêtres et les religieuses catholiques comme étant agressives. De la même façon, le fait de porter des vêtements noirs ne semble pas les pousser à agir de façon agressive. Frank et Gilovich y ont pensé, et se sont demandé si les effets apparaissaient seulement dans des situations mettant en jeu la compétition et la confrontation agressive. Comme cela arrive souvent, le fait de répondre à une question entraîne une autre question. La recherche scientifique est un voyage exploratoire qui nous conduit vers un horizon derrière lequel se profile un autre horizon. Les conceptions de conditions expérimentales et contrôle, de variables dépendantes et indépendantes, de répartition au hasard et de tirage au sort sont importants. Ils restent encore à l'heure actuelle souvent confus. Alors mettons-les à l'épreuve dans de nouvelles séries d'expérimentations tout à fait fascinantes. Maintenant, nous allons parler de l'expérimentation des cassettes subliminales. Les cassettes subliminales peuvent-elles améliorer votre existence ? Une nouvelle génération d'entrepreneurs voulait vous le faire croire en tout cas.
Les catalogues de vente par correspondance, les publicités, des télévisions par câble et les librairies proposent des cassettes qui contiennent des messages faiblement perceptibles qui reprogramment votre inconscient pour le succès et le bonheur. Pendant que des étudiants médiocres écoutent de la musique apaisante, des messages subliminaux au-dessous du seuil de ce qui est audible persuadent leur inconscient en ces termes. Je suis un bon étudiant. J'adore apprendre. Les adeptes de la procrastination peuvent, eux, de la même manière, être reprogrammés pour penser. J'établis des priorités, je fais les choses en temps utile. Y a-t-il quoi que ce soit à tirer de ces propositions accadabrantes, et parfois complètement farfelues? Les messages positifs subliminaux peuvent-ils nous aider? Rien qu'un tout petit peu. Dans le chapitre 5, nous verrons que les sensations subliminales sont une réalité. Nous traitons beaucoup d'informations sans être tout à fait conscients, et dans certaines conditions, un stimulus trop faible pour être reconnu peut nous affecter de manière subtile. L'hypnose, Leibniz qui disait nous ne pouvons entendre et percevoir toutes les gouttelettes que provoque une vague, nous n'entendons que l'écume. Enfin bref. Subliminal. La question est de savoir si les effets subtils et fugaces peuvent devenir puissants et durables, comme le prétendent les vendeurs de cassettes subliminales. Anthony Greenwald, Eric Spengenberg, Anthony Partkanis et Jay Eskenazi, en 1991, ont décidé de le vérifier. Pour ce faire, ils répartirent aléatoirement dans 2 groupes des étudiants motivés et leur firent écouter tous les jours pendant 5 semaines des cassettes subliminales vendues dans le commerce, ayant pour but d'améliorer soit l'estime de soi, soit la mémoire. Ensuite, les chercheurs manipulèrent un facteur expérimental. Sur la moitié des cassettes, ils échangèrent les étiquettes. Les étudiants qui pensaient qu'on leur avait donné les cassettes d'affirmation de soi écoutaient en fait les cassettes destinées à améliorer la mémoire. Ceux qui pensaient avoir ces dernières écoutaient en fait les cassettes d'affirmation de soi. Les petits vilains. Les cassettes furent-elles efficaces? Les scores des tests de mémoire et d'estime de soi effectués avant et après 5 semaines ne montrèrent aucun effet. Rien! Cependant, ceux qui pensaient avoir écouté les cassettes mémoire croyaient qu'elles s'étaient améliorées. Il en était de même pour ceux qui pensaient avoir écouté la cassette estime de soi. Même si les cassettes étaient sans effet, les sujets avaient eu la perception qu'ils en avaient retiré le bénéfice attendu. Un bel effet placebo là. En lisant ces résultats, nous entendons comme un écho les témoignages qui jalonnent les catalogues de vente par correspondance. En effet, en ayant acheté quelque chose supposé ne pas pouvoir être entendu et n'entendant effectivement rien, beaucoup de clients sont impressionnés. « Je suis convaincu que vos bandes furent très précieuses dans la reprogrammation de mon esprit », écrivit un acheteur reconnaissant. Notre tendance naturelle à essayer de nouveaux remèdes lorsque nous n'allons pas bien peut aller jusqu'à déformer notre témoignage. Quand notre humeur revient à la normale, nous attribuons ce rétablissement à quelque chose que nous avons fait. Si 3 jours après le début d'un rhume, nous commençons à prendre des pastilles de vitamine C et trouvons que les symptômes diminuent, alors les pastilles peuvent paraître plus efficaces qu'elles ne le sont en réalité. C'est l'illusion du contrôle. De la même manière, si après avoir été particulièrement mauvais à un premier examen, nous écoutons des cassettes subliminales censées permettre un apprentissage optimal et qu'à l'examen suivant nos notes régressent, aux alentours de notre moyenne habituelle, nous pouvons être trompés en créditant ces cassettes du progrès réalisé. Au XVIIIe siècle, même les saignées semblaient efficaces. Parfois, les patients se sentaient mieux après le traitement et lorsque cela n'était pas le cas, les médecins en concluaient que la maladie était à un niveau trop avancé pour être combattue. Donc, qu'un remède soit efficace ou non, ces utilisateurs enthousiastes le défendront sûrement pour prouver s'il est véritablement efficace. Nous devons l'expérimenter. Et c'est précisément comme ça que nous évaluons les nouveaux traitements médicamenteux et les nouvelles formes de psychothérapie, voir le chapitre 16. Dans beaucoup de ces études, les sujets sont aveugles, non informés du traitement, s'il y en a un qu'ils reçoivent. Un groupe reçoit le traitement, par exemple un message subliminal particulier ou un nouveau médicament, et les autres reçoivent un pseudo-traitement, un placebo, inactif, comme une cassette sans le message attendu ou une gélule sans médicament. Bien souvent, ni le sujet ni l'assistant de recherche qui recueille les données ne sauront dans quelles conditions est le sujet. Cette méthode, dite en double aveugle, permet aux chercheurs de lister les effets réels d'un traitement indépendamment des sujets et de leur propre enthousiasme pour ce traitement.
Dans les 10 dernières années, 16 études en double aveugle ont été effectuées pour évaluer les cassettes subliminales. Les résultats sont constants. Aucune n'a mis en évidence un effet thérapeutique quelconque. Donc je reprends le concept de double aveugle. Ni le patient, ni l'évaluateur ne sait si le produit est un vrai produit ou si c'est un placebo. Comme ça, le chercheur ne peut pas essayer d'orienter le résultat dans sa perception ou dans sa volonté. Dans le sens où s'il veut que l'expérience échoue, il va dire que ça marche pas, et s'il veut que ça réussisse, il va dire facilement que ça marche. Il ne sait pas si cette personne prend un vrai traitement ou un faux traitement. Et la personne non plus. Donc il n'y a pas de moyen de triche en fait. L'expérimentation peut aussi nous aider à évaluer les programmes sociaux. Les programmes éducatifs de la petite enfance augmentent-ils les chances des succès des enfants défavorisés ? Quels sont les effets de différentes campagnes anti-tabac ? Les programmes scolaires d'éducation sexuelle diminuent-ils les risques de grossesse à l'adolescence ? Pour répondre à de telles questions, nous pouvons faire des expérimentations. Si une mesure est souhaitable, mais que les moyens matériels pour la réaliser sont restreints, nous pouvons tirer au sort quelques personnes ou régions pour expérimenter un nouveau programme et d'autres pour la condition contrôle. Si ensuite les groupes diffèrent, il y aura beaucoup moins de contestation envers cette mesure. Passel, 93. Utiliser les principes discutés dans ce chapitre peut nous aider également à avoir un regard critique, en particulier à avoir plus précisément ce que nous aurions pu autrement ne pas remarquer ou mal interpréter, et à généraliser de façon plus exacte à partir de nos observations. Les gens réfléchissent plus justement quand ils comprennent et utilisent les principes des méthodes de recherche et des statistiques. Cela requiert de l'entraînement et de la pratique, mais le fait de développer la capacité de penser clairement et de manière critique fait partie de l'éducation en général. Le rapport du Project on Redefining the Meaning and Purpose of Baccalaureate Degrees, projet pour redéfinir le sens et l'intérêt de la licence en 85, souligne de manière éloquente pourquoi il y a peu de priorités fondamentales dans l'enseignement secondaire. S'il y a bien quelque chose à quoi il faut prêter attention dans nos lycées et universités, ce doit être la réflexion. Malheureusement, la réflexion peut être paresseuse, elle peut être molle, elle peut être stupide, mal guidée, brimée. Les étudiants possèdent d'énormes capacités inutilisées et non entraînées pour la réflexion logique, l'analyse critique et le sens de l'investigation. Ces capacités ne sont pas spontanées, elles se développent grâce à une instruction étendue, à l'expérience, aux encouragements, à la reprise des erreurs et à une utilisation constante. En résumé, donc là nous allons refaire le résumé des différentes choses que nous avons vues. Méthode scientifique. La recherche stimule l'élaboration de théories qui organisent les observations et suggère des hypothèses prédictives. Ces hypothèses, prédictions, sont ensuite testées pour valider et affiner la théorie et pour proposer des applications pratiques. Description. À partir d'études de cas individuels, d'enquêtes sur des échantillons de populations tirées au sort et d'observations naturalistes, les psychologues observent et décrivent le comportement et les processus mentaux. En généralisant à partir d'observations, rappelez-vous que des échantillons représentatifs sont de meilleurs guides que les exemples vécus. Corrélation. La force d'une relation entre un facteur et un autre s'exprime par leur corrélation. Les corrélations nous aident à voir les relations non visibles à l'œil nu et à écarter les corrélations illusoires ou les événements dus au hasard qui auraient pu, autrement, apparaître comme significatifs. En sachant à quel point deux choses sont corrélées positivement ou négativement, nous savons jusqu'à quel degré l'une prédit l'autre. Mais la corrélation n'est qu'une mesure de la relation. Elle ne révèle ni la cause, ni l'effet. Expérimentation. Pour découvrir les relations de cause à effet, les psychologues réalisent des expériences. En construisant une réalité contrôlée, les expérimentateurs peuvent manipuler un ou plusieurs facteurs et mettre en évidence comment ces variables indépendantes peuvent affecter un comportement donné. La variable dépendante. Dans beaucoup d'expériences, le contrôle réside dans l'échantillonnage randomisé, c'est-à-dire dans la répartition au hasard des sujets expérimentaux qui vont être exposés au traitement, ou des sujets contrôlés qui ne vont pas avoir de traitement ou une version différente de celui-ci. Maintenant, nous allons voir les questions souvent posées à la psychologie, à propos de la psychologie. Une approche scientifique peut modérer notre intuition, qui est imparfaite, tout en satisfaisant notre curiosité à propos de ce qui prédit ou cause des comportements.
Mais pour beaucoup d'étudiants qui se posent des questions, l'idée d'appliquer la méthode scientifique à l'étude de l'homme soulève plusieurs problèmes. Dans quelle mesure les expériences sont-elles en relation avec la vie réelle? Comment les expérimentateurs traitent-ils les sujets humains ou les animaux? Et comment les systèmes de valeurs des psychologues influencent-ils leur travail et les applications qui en découlent? Nous avons vu comment les études de cas, les enquêtes et les observations naturalistes nous permettaient de décrire les comportements. Nous avons noté que les études corrélationnelles permettaient d'évaluer la relation entre deux facteurs indiquant combien il était facile de prédire une chose en connaissant une autre. Nous avons examiné la logique qui sous-tendait les expériences, qui utilisent des conditions contrôlées et des répartitions au hasard des sujets pour isoler les effets d'une variable dépendante sur une variable dépendante. Enfin, nous avons mis l'accent sur la manière dont une approche scientifique pouvait diminuer les biais dus à notre intuition défaillante. Ces éléments de base nous permettent de comprendre ce qui suit, de réfléchir de façon critique sur les tenants et aboutissants de la psychologie. Cependant, sachant cela, les étudiants abordent souvent la psychologie avec une curiosité teintée d'appréhension. Donc, avant de nous y plonger, confrontons-nous à quelques problèmes et questions typiques. C'est parti. Les expériences de laboratoire peuvent-elles nous éclairer sur la vie quotidienne? Alors, je vais essayer de régler mon micro un peu autrement, désolé. Voilà, j'ai réglé le micro, je suis désolé. Les expériences de laboratoire peuvent-elles nous éclairer sur la vie quotidienne? Quand vous lisez ou écoutez un rapport sur une recherche psychologique, ne vous demandez-vous jamais si les comportements des gens au laboratoire ont une validité externe? C'est-à-dire s'ils permettent de prédire leur comportement dans la vie réelle? Est-ce que le fait de détecter un faible éclat de lumière rouge dans une chambre noire nous renseigne d'une quelconque manière sur le pilotage de nuit? Est-ce que notre tendance à mieux nous rappeler du premier et du dernier terme d'une liste de mots pris au hasard nous renseigne tant soit peu sur la façon dont nous nous souvenons des noms de gens rencontrés au cours d'une soirée? La propension qu'a un homme irascible à appuyer sur un bouton censé délivrer un choc électrique à une femme, après avoir vu un film contenant des scènes érotiques et violentes, révèle-t-elle quelque chose concernant l'effet de l'érotisme et de la violence sur les facteurs de risque de viol? Où diable, ailleurs que dans un laboratoire de psychologie, louchons-nous sur des lumières rouges dans l'obscurité? Observons-nous des mots sans queue ni tête sur un écran vidéo? Ou poussons-nous des boutons censés délivrer des chocs électriques? Avant de répondre, considérez les objectifs des expériences de laboratoire. Loin d'envisager un problème de manière artificielle, les expérimentateurs essayent de traduire dans l'environnement du laboratoire une version simplifiée de la réalité, dans laquelle les caractéristiques importantes de la vie de tous les jours peuvent être simulées et contrôlées. Comme une soufflerie aéronautique qui crée dans des conditions contrôlées les forces atmosphériques, une expérience permet aux psychologues de recréer dans des conditions prédéfinies les forces psychologiques. Bien sûr, décider d'appuyer sur un bouton qui délivre des chocs électriques n'est pas exactement la même chose que de gifler quelqu'un, mais le principe est le même. Comme le notait Douglas Mook en 1993, le but de l'expérimentateur n'est pas de recréer exactement les comportements de tous les jours, mais de tester les principes théoriques. Ce sont les lois qui en découlent et non les résultats spécifiques qui nous aident à expliquer les comportements de tous les jours. Lorsque les psychologues appliquent la méthode de recherche en laboratoire sur l'agression à l'étude de la violence d'aujourd'hui, ils appliquent des principes théoriques concernant les comportements d'agression, principes qui sont ensuite affinés à travers de nombreuses expériences. De la même manière, ce sont les principes de fonctionnement de l'appareil visuel, mis en évidence à partir d'expériences réalisées en conditions artificielles, comme regarder des lumières rouges dans le noir, que nous appliquons à des comportements plus complexes, comme le pilotage de nuit. Le point dont il faut se souvenir, c'est qu'en tant que psychologue, notre intérêt se porte moins sur des comportements particuliers que sur des principes généraux qui, eux, aident à expliquer de nombreux comportements. Le comportement dépend-il de la culture? Si la culture conditionne le comportement, quels enseignements les études psychologiques réalisées chez les Nord-Américains, le plus souvent des Blancs, peuvent-elles nous donner sur des gens en général? Comme nous allons le voir maintenant, et plus tard, la culture joue un rôle important. La culture influence les normes établies concernant le temps que nous mettons à répondre en général et le degré de franchise toléré. Notre attitude vis-à-vis des relations sexuelles avant le mariage et les malformations physiques, notre tendance à être plutôt strict ou décontracté, et bien d'autres choses encore. Le fait d'être conscient de telles différences nous permet de diminuer notre propension à affirmer que les autres devront ou devraient penser ou agir comme
comme nous le faisons. Étant donné que les mélanges et les confrontations des cultures sont de plus en plus nombreux, une telle prise de conscience devient urgente. Cependant, notre héritage biologique commun nous unit au sein d'une même famille universelle. Partout, les mêmes principes sous-jacents nous guident. La diversité des langages, qu'ils soient parlés ou gestuels, peut gêner la communication entre les différentes cultures. Néanmoins, toutes les langues partagent des principes grammaticaux de base et des habitants de deux points opposés du globe peuvent communiquer à travers un sourire et un froncement de sourcils. La perception de la solitude diffère en fonction de la culture, mais dans toutes les cultures, la timidité et le fait d'avoir une faible estime de soi augmentent cette perception. Les Japonais préfèrent le poisson cru, tandis que les Nord-Américains le préfèrent cuit. Toutefois, les mêmes principes gustatifs de la satiété influencent les uns et les autres. Il est vrai de dire que chacun d'entre nous est à la fois, par certains aspects, comme tous les autres, comme certains autres, et comme aucun autre. Étudier les gens d'origine ethnique, de culture et de sexe différents nous aide à prendre conscience de nos similarités et de nos dissemblances. Le point dont il faut se souvenir, c'est que même si des attitudes ou des comportements particuliers varient d'une culture à l'autre, et c'est souvent le cas, les lois sous-jacentes sont à peu près les mêmes. Le comportement varie-t-il en fonction du sexe ? À votre naissance, tout le monde s'est immédiatement demandé auquel des deux types humains vous appartenez, masculin ou féminin ? Compte tenu de l'importance que revêt notre sexe en ce qui concerne notre identité et la perception que les autres ont de vous, n'est-il pas nécessaire d'avoir une psychologie différente pour les hommes et les femmes ? Comme vous le verrez tout au long de ce livre, la question du sexe pénètre la psychologie. Par exemple, les chercheurs ont montré des différences en fonction du sexe en ce qui concerne le contenu des rêves, l'expression et la détection des émotions, et dans des facteurs de risque pour l'alcoolisme, la dépression et les troubles alimentaires. L'étude de telles différences n'est pas seulement intéressante, mais peut également être bénéfique. De nombreux chercheurs pensent, par exemple, que les femmes conversent principalement afin d'établir des relations sociales alors que les hommes parleraient plus pour donner des informations ou des avis. Tannen, en 90. C'est en connaissant ces différences que nous pouvons prévenir des conflits, des malentendus dans l'entreprise, mais aussi dans les contacts quotidiens. Quoi qu'il en soit, il est important de se rappeler que sur le plan psychologique comme sur le plan biologique, les hommes et les femmes sont éminemment semblables. Que l'on soit garçon ou fille, nous apprenons à marcher à peu près au même âge, nous faisons l'expérience des mêmes sensations lumineuses et sonores, nous ressentons les mêmes affres de la faim, du désir et de l'angoisse. De même, nous faisons montre, globalement, de la même intelligence et du même bonheur. Enfin, nous avons tendance à exprimer et à percevoir les comportements de base que notre culture attend des hommes et des femmes. Donc, le sexe est un facteur important. La biologie détermine notre sexe et ensuite la culture la façonne. Mais regarder la vie à travers cette seule lorgnette peut exagérer les différences. La leçon de la recherche telle qu'elle figure tout au long de ce livre s'exprime à travers une comptine enfantine. Nous sommes tous pareils et tous différents. Qu'apporte à l'homme l'expérimentation animale ? Beaucoup de psychologues étudient les animaux parce qu'ils les trouvent fascinants. Les psychologues les étudient aussi pour approfondir les connaissances sur les êtres humains, en réalisant des expériences qui ne sont possibles que chez l'animal. La physiologie humaine ressemble à celle de beaucoup d'autres animaux. C'est pourquoi l'expérimentation animale a permis de mettre au point des traitements pour des maladies humaines comme l'insuline, pour le diabète, les vaccins pour prévenir la poliomyélite et la rage, ou bien les transplantations d'organes défaillants. De la même manière, les processus par lesquels les humains voient, expriment leurs émotions ou deviennent obèses existent aussi chez les rats ou les singes. Pour approfondir les fondements de l'apprentissage chez l'homme, les chercheurs étudient même les limaces de mer. Pour comprendre comment fonctionne un moteur à combustion, vous avez plus intérêt à étudier une tondeuse à gazon qu'une Mercedes. Les humains comme les Mercedes sont plus complexes. C'est précisément la simplicité du système nerveux de la limace de mer qui nous permet d'apprendre bien des choses sur les mécanismes d'apprentissage au niveau neuronal. L'expérimentation chez l'animal est-elle éthique ? Alors là, avant de lire un texte, il faut que j'en parle parce que voilà, ça m'a marqué. Dans le livre, en fait, j'ai tourné des pages et tout, et j'ai vu un tout petit singe. Et ma première réaction, c'était oh, petit singe, il est tout mignon. Alors j'ai ouvert le livre avec ma femme, en fait, enfin ma femme, mon amour, ma femme, on va dire ça.
Et j'étais content de voir un petit singe et tout dans le livre parce que j'adore. Je me souviens d'une image où il y a deux chercheurs qui tiennent par la main un singe et tout. Et moi, j'adore en fait les expériences qui montrent que les animaux sont intelligents. J'adore ces expériences-là parce que ça remet l'humain à sa place, je trouve. Et bref, ça m'affecte. J'avoue, ça m'affecte beaucoup. J'ai une grande place dans mon cœur pour les animaux. Et, euh, et là où ça m'a fait quelque chose, c'est que ce petit singe était par terre, allongé, les deux mains sur son visage. On ne voyait pas son visage du tout. Il était vraiment en position de tristesse, quoi. Et en fait, ils avaient fait une expérience dessus dans laquelle il était déprimé, triste, abandonné. Et je suis passé de «Oh, le petit singe, il est trop mignon» à «Ah merde, c'est horrible en fait». Donc là, je vous avoue, la partie éthique, là, je vais la lire très attentivement. Même si je l'ai déjà lu, en vrai, je vais la lire encore plus attentivement. Là. Dans la mesure où nous partageons d'importantes similarités avec les autres animaux, ne devrions-nous pas les laisser tranquilles? Nous ne pouvons pas défendre nos travaux scientifiques chez l'animal sur la base des ressemblances entre eux et nous, et ensuite les défendre à un niveau moral en arguant de nos différences. Remarquez Roger Ulrich en 91. Les mouvements de protection des animaux protestent contre leur utilisation, environ 20 millions par an, selon la National Academy of Science en 91. Dans les recherches psychologiques, biologiques et médicales, les chercheurs nous rappellent que ces 20 millions représentent moins de 1% des 5 milliards d'animaux tués chaque année aux États-Unis pour être mangés. Ceci signifie que chaque Américain consomme en moyenne 20 animaux par an sans compter la viande importée. Pendant que les chercheurs conduisent chaque année des expériences sur 200 000 chiens et chats traités selon des règles humanitaires, les refuges pour animaux en tuent 50 fois plus. Les mouvements en faveur des animaux, qui s'expriment aux États-Unis à travers à peu près 400 associations de défense, sont néanmoins inquiets. Ils déclarent entre autres qu'au cours des expériences psychologiques, les animaux reçoivent des chocs électriques, jusqu'à ce qu'ils en perdent la capacité de crier de douleur, qu'ils sont privés de nourriture et d'eau jusqu'à souffrir et mourir lentement de faim et de soif, qu'ils sont placés dans des chambres d'isolement absolu jusqu'à devenir fous, ou même mourir de désespoir et de terreur, et qu'ils sont les victimes de douleurs extrêmes et de stress qui leur ont infligé de par pure curiosité. Les psychologues Caroline Coyle et Neil Miller, en 1984, ont analysé tous les articles portant sur des recherches chez l'animal publiés dans les revues de l'American Psychological Association durant les 5 années précédentes. Ils ne trouvèrent aucune étude pour laquelle de telles affirmations puissent être alléguées. Même lorsque les chercheurs utilisent des chocs électriques, ils sont généralement faibles et sont tout à fait supportables quand ils sont appliqués sur des doigts humains. Seuls 7% des études psychologiques ont été réalisées chez des animaux, et 95% de ceux-ci étaient des rats, des souris, des lapins ou des oiseaux. Environ 10% de ces études comportaient des chocs électriques. Dans les départements de psychologie britannique, où l'utilisation des animaux a diminué des 2/3 depuis 1977, les chocs électriques ne sont utilisés que dans 4% des études réalisées uniquement chez le rat. De plus, disent les chercheurs, il ne s'agit pas d'un problème moral concernant le bien et le mal, mais d'un problème d'opposition entre compassion envers l'animal et compassion envers l'homme. Combien d'entre nous auraient critiqué les expériences de Pasteur sur la rage qui firent souffrir quelques chiens, mais qui en contrepartie permirent de mettre au point un vaccin qui épargna à des millions de gens et de chiens de mourir après une lente agonie? De même, aurions-nous souhaité nous priver des études chez l'animal qui ont permis de développer des méthodes efficaces de rééducation pour les enfants retardés, de soulager l'angoisse, la dépression et de contrôler l'obésité, l'alcoolisme et les maladies et la douleur liées au stress. Stop! Je fais un point perso. Que dans un laboratoire, on cherche à guérir plein de gens. Parce que là, c'est de l'utilitarisme. Hein. Je fais souffrir une personne pour guérir des milliers d'autres. C'est ok. Non. Non. Je refuse. Et ça, c'est mon éthique personnelle, mais je vous la partage. Ça vous donne un point de comparaison. Que vous soyez d'accord ou pas, ça vous donne un point de comparaison, en fait. Je refuse personnellement à ce que je repense à ce petit singe, hein, tout bêtement, que j'ai vu. Je refuse qu'on fasse souffrir un animal qui, de base, allait très bien. Et juste pour voir les éléments qui influencent sa petite vie et qui pourraient la détruire. C'est ignoble. C'est ignoble. Il y a suffisamment d'animaux tristes. Il y a suffisamment d'humains tristes. Et il y avait suffisamment de chiens qui avaient la rage pour se permettre de faire des tests sur eux.
Parce qu'on sait qu'ils sont tristes, on sait qu'ils sont pas bien. Et là, utiliser des traitements, expérimenter des choses sur eux parce que ils sont déjà pas bien, ok. Et là, moi, ça me va. À partir du moment où ils sont déjà pas bien, c'est ok. Mais que dans un laboratoire, on cherche à contaminer sciemment ou à nuire, voilà, c'est ça le mot, à nuire sciemment à des êtres vivants pour après étudier comment nuire en fait, ou ce qui nuit, non, merci. Je préfère largement voir des expériences qui rendraient à rendre un singe qui, oui, a déjà perdu sa maman ou autre et qui est pas bien, qu'est-ce qui agit sur lui pour qu'il surpasse ça, plutôt que de prendre un petit singe, l'enlever de sa maman sciemment, voire la tuer devant ses yeux pour voir si le petit singe il est déprimé derrière. C'est horrible. Moralement, c'est horrible. Éthiquement, c'est horrible. Imaginez que vous soyez cette personne qu'on rend malheureuse juste pour voir tous les éléments qui pourraient rendre votre vie malheureuse et tous les événements que pourraient rendre la vie d'autres humains malheureux. Est-ce que vous auriez aimé, ne serait-ce que 2 minutes, que ce soit vous, ou pire, que ce soit la personne que vous aimez, subir tout ça? Jamais. Alors j'ai peut-être beaucoup trop de compassion pour les êtres vivants et je suis peut-être un peu trop altruiste, j'en sais rien. Mais c'est quelque chose qui me révolte. Donc là, on voit bien que dans le texte, on est sur de l'utilitarisme. Oui, on peut faire contaminer les chiens qui sont sains avec de la rage, et puis s'ils guérissent, bah, très bien, c'est que le traitement il a marché. S'ils meurent, bah, c'est con, hein. T'étais sain de base, on t'a contaminé, t'es mort. Mais il me semble que Pasteur il avait pris déjà des chiens malades, je sais pas, mais il faudra que... Bah, si vous le savez en commentaire, je veux bien savoir, ça m'intéresse. Mais oui, je trouve que si c'est ça le délire expérimental, ça ne me va pas du tout. Je m'oppose. Et je pense qu'il y a une vraie réflexion éthique à mener là-dessus, tant sur les êtres humains, ce qui étrangement, chez les êtres humains, on fait très attention à ne pas créer de maladies ou de souffrances, hein, ce qui est assez drôle. Tandis que chez les animaux, on a une forte tendance à en avoir rien à foutre. Pour cause, on les a dans nos assiettes et on les abat des fois sans les étourdir. Il y a des images qui ont circulé d'abattoirs où les animaux étaient mis à mort sans même être étourdis. Déjà, mettre à mort un être humain, je trouve que ce métier est déjà assez dégueulasse comme ça, même s'il faut bien manger, j'entends bien qu'il faut bien manger, mais c'est quand même un métier ignoble. Je préfère largement être un bourreau d'être humain qu'un bourreau d'animal. Je n'y arriverai jamais à ce métier, j'ai beaucoup trop de compassion pour la bête. Alors peut-être qu'à le faire tous les jours, oui, mais en tout cas, moi j'ai vu la gueule de ceux qui font ce travail, je peux vous assurer qu'ils n'ont pas une gueule de personnes qui sont vraiment heureuses. Pour cause, donner la mort, je pense pas que ça rende vraiment heureux. Peut-être donner la mort à des salopards, ouais, mais donner la mort à des animaux, jamais. Jamais. 2 questions émergent de ce débat brûlant. La plus fondamentale est de savoir si l'élévation du bien-être de l'homme au-dessus de celui des animaux est justifiée. Dans les expériences du stress et le cancer, a-t-on le droit de provoquer des tumeurs chez la souris pour que les humains n'en aient pas? Certains singes doivent-ils être exposés à un virus similaire au VIH pour développer un vaccin contre le sida? L'utilisation par l'homme des autres animaux est-elle aussi naturelle et morale que le comportement carnivore des faucons et des chats et des baleines? En effet, les animaux eux-mêmes n'attribuent pas de droit aux animaux situés plus bas qu'eux dans la chaîne alimentaire. Ceux qui défendent l'expérimentation animale rétorquent que celui qui a mangé un hamburger, porté des chaussures en cuir, toléré la chasse et la pêche, ont supporté l'extermination de la vermine qui détruit le fourrage ou qui est vecteur de la peste, est déjà d'accord pour dire qu'effectivement il est parfois permis de sacrifier des animaux au nom du bien-être de l'humanité. En somme, le droit le plus fondamental est celui de ne pas être mangé. Scott Plus, 93, remarquait que notre compassion envers les animaux variait comme variait notre compassion envers les gens, en fonction du degré de similitude que nous ressentons vis-à-vis d'eux. Comme le chapitre 18 l'explique. Voilà. Nous nous sentons plus attirés, nous fournissons plus d'aide et nous agissons moins agressivement envers ceux qui nous ressemblent. De la même manière, la valeur que nous attribuons aux animaux varie en fonction de leur degré de parenté avec nous, comme le rapporte Baldwin en 93. Quelques individus comme Ingrid Newkirk, la directrice de People for the Ethical Treatment of Animals, pensent que tous les animaux sont égaux. Un rat est un cochon, qui est un chien, qui est un enfant. C'était par Baldwin 93. Les primates et les animaux de compagnie occupent la première place.
Et les populations occidentales chassent ou piègent les renards et les visons pour leur fourrure, mais pas les chiens ni les chats. Les autres mammifères occupent la seconde marche du panthéon des privilèges, suivis par les oiseaux, les poissons et les reptiles au troisième rang. Excusez-moi, j'ai tourné la tête, j'ai perdu ma ligne, parce qu'en fait j'ai regardé la ligne de mon chien, et je vois que mon chien est dans une position des plus confortables sur son lit, il vit sa meilleure vie. Et 4 papates à l'air, forcément, il vit sa meilleure vie. Maintenant je dois retrouver ma phrase, j'ai bien l'air con. Et les autres mammifères occupent la seconde marche au panthéon des privilèges, suivis par les oiseaux, les poissons et les reptiles au troisième rang. Viennent enfin les insectes qui se trouvent relégués tout en bas, dans les relations entre l'homme et l'animal. Une punaise n'est pas une corneille, qui n'est pas une vache, qui n'est pas un collet, qui n'est pas un chimpanzé. En décidant quels animaux peuvent jouir de droits, nous devons tracer une limite quelque part à travers le règne animal. Si nous donnons la priorité à la vie humaine, la seconde question est la priorité qui est donnée au bien-être des animaux. Quelles barrières doivent protéger les animaux ? La plupart des chercheurs se sentent aujourd'hui obligés pour des raisons éthiques d'améliorer le bien-être des animaux en captivité et de les protéger contre les souffrances inutiles. Ils pensent également que des soins humanisés améliorent la qualité des résultats scientifiques dans la mesure où le stress et la douleur pourraient modifier le comportement des animaux durant les expériences. C'est pourquoi ils ont accueilli positivement les modifications de la législation en faveur de la protection des animaux et les règlements y afférents, effectués aux États-Unis en 1985 et en Grande-Bretagne en 1986, ainsi que la mise en place des inspections des laboratoires. L'American Psychological Association, par exemple, a publié un ensemble complet de recommandations concernant l'élevage et l'utilisation justifiée des animaux. En étant ironique, on peut dire que les animaux eux-mêmes ont bénéficié de l'expérimentation animale. Les études ont contribué à améliorer leurs conditions de captivité dans les laboratoires et les zoos, en mettant à jour les similitudes comportementales que nous pouvons avoir avec eux, et l'intelligence remarquable de certains d'entre eux. Les expériences ont également augmenté notre empathie vis-à-vis d'eux. Dans l'idéal, une psychologie qui se préoccupe des humains est attentive aux animaux pour contribuer au bien-être de chacun. Petite anecdote assez violente, on va pas se cacher. Si vous n'aimez pas la violence ou si ça vous rebute, je vous la partage. J'ai appris ça en philosophie des sciences et c'était pas cool. Par exemple, vous savez, on a tous une pression artérielle. Voilà. Eh bien, un moine, alors je sais plus c'est lequel, mais il me semble que c'était un moine, avait décidé de savoir à peu près quelle était la pression artérielle d'un cheval. Et pour ce faire, il a pris un cheval, il lui a coupé la tête et il a regardé jusqu'où partait le jet de sang de l'artère. Voilà. On est bien. L'expérimentation chez l'homme est-elle éthique ? Si l'image que représentent des animaux ou des personnes recevant des soi-disant chocs électriques vous choque, vous pourrez trouver rassurant de savoir que la plupart des études psychologiques n'utilisent pas de tel stress. Les lumières qui clignotent, des codes qui apparaissent de manière fugace et des interactions sociales agréables sont la règle. Occasionnellement, cependant, les chercheurs provoquent des stress temporaires ou abusent les gens. Cela est fait uniquement quand c'est jugé essentiel à des fins qui peuvent être justifiées comme, par exemple, pour comprendre et contrôler les comportements violents ou étudier des modifications de l'humeur. De telles expériences ne marcheraient pas si les participants savaient à l'avance le contenu des expériences. Soit les procédures seraient inefficaces, soit les participants, dans le but d'aider l'expérimentateur, chercheraient à confirmer ces hypothèses. Les principes éthiques édictés par l'American Psychological Association en 1992 et la British Psychological Society en 1993 imposent aux investigateurs 1. D'obtenir le consentement éclairé des participants potentiels. 2. De leur éviter toute douleur ou inconfort. 3. De traiter les informations individuelles de manière confidentielle. Et 4. D'expliquer complètement les principes de la recherche après qu'elle s'est déroulée. De plus, la plupart des universités aujourd'hui se sont dotées de comités d'éthique qui contrôlent les projets de recherche et protègent le bien des participants. La psychologie est-elle dépourvue de jugement de valeur ? Bien sûr, la psychologie n'est absolument pas dépourvue de système de valeurs. Ceci affecte ce que nous étudions, comme nous l'étudions, et comment nous l'étudions et comment nous interprétons les résultats. Le système de valeurs de chacun des chercheurs les influence dans les choix qu'ils font concernant leur sujet de recherche. Par exemple, vont-ils étudier plutôt la productivité des travailleurs ou plutôt leur bien-être ? La discrimination sexuelle ou les différences entre les sexes ? Le conformisme ou l'indépendance ? Les valeurs peuvent aussi transformer les faits. Nos idées préconçues peuvent biaiser nos observations et nos interprétations. Parfois, nous voyons ce que nous voulons ou ce que nous attendons à voir.
Même les mots que nous utilisons pour décrire les choses peuvent être le reflet de nos valeurs. Le fait d'étiqueter les pratiques sexuelles éloignées des nôtres par les termes perversion ou variation sexuelle signe un jugement de valeur. Il en est de même dans la conversation de tous les jours lorsque le terrorisme pour certains est le combattant de la liberté pour d'autres, ou bien que la foi de quelqu'un est considérée comme du fanatisme par un autre. Quand nous décrivons quelqu'un en des termes tels que ferme ou entêté, prudent ou chipoteur, réservé ou secret, nous révélons ce que nous ressentons. À l'intérieur comme à l'extérieur de la psychologie, les mots décrivent et les mots évaluent. Les applications populaires de la psychologie contiennent également des valeurs cachées. Lorsque les gens se soumettent aux conseils de professionnels sur la manière de se comporter dans la vie, comment élever des enfants, comment s'épanouir, que faire avec ses désirs sexuels ou comment progresser dans sa vie professionnelle, ils acceptent du même coup les valeurs qui les sous-tendent. Une science des comportements et des processus mentaux est en mesure de nous aider à atteindre nos aspirations, mais elle ne peut pas les déterminer pour nous. La psychologie est-elle potentiellement dangereuse ? Si certains considèrent la psychologie comme rien de plus que des notions de bon sens, d'autres ont un avis contraire et pensent qu'elle devient dangereuse, puissante. Est-ce un hasard, se demandait un jour quelqu'un, si l'astronomie est la science la plus ancienne et la psychologie la plus récente ? Explorer l'univers qui nous entoure est une chose, mais explorer notre propre univers intérieur est bien plus effrayant et dangereux. La psychologie peut-elle être utilisée pour manipuler les gens ? Ne peut-elle devenir l'instrument de quelqu'un cherchant à créer le totalitaire Brave New World ou 1984 ? Le savoir est un pouvoir qui, comme tous les pouvoirs, peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire. La puissance nucléaire a permis d'éclairer les villes, mais aussi de les détruire. Le pouvoir de persuasion a permis d'éduquer les gens, mais aussi de les tromper. La puissance des médicaments psychotropes a été utilisée pour restaurer les capacités de jugement, mais aussi les annihiler. Bien qu'elle ait le pouvoir de nous tromper, la psychologie essaye de nous ouvrir les yeux. Les psychologues explorent les moyens d'augmenter le développement des valeurs morales, et la finesse d'analyse, l'apprentissage, la créativité et la compassion. La psychologie s'adresse à beaucoup des grands problèmes de notre monde, comme la guerre, la surpopulation, les préjugés, la crise de la famille et la criminalité qui tous mettent en jeu des comportements et des attitudes. La psychologie s'adresse aussi aux plus fondamentaux des besoins humains tels que l'amour, le bonheur, mais aussi la nourriture et l'eau. La psychologie ne peut aborder toutes les grandes questions de la vie, mais elle s'attaque à celles qui sont sans doute les plus importantes. Donc là, nous avons fait l'heure, mais il reste quoi ? Le résumé des termes à retenir. Donc, on finit là-dessus, et après, nous entamerons un deuxième chapitre. Oui. En résumé, les expériences de laboratoire peuvent-elles nous éclairer sur la vie quotidienne ? En créant intentionnellement un environnement contrôlé et artificiel en laboratoire, les chercheurs ont pour but de tester les principes théoriques. Ces principes nous aident à comprendre, décrire, expliquer et prédire les comportements de tous les jours. Le comportement dépend-il de la culture ? Bien que les attitudes et les comportements varient en fonction des cultures, les principes qui les sous-tendent varient, eux, beaucoup moins. La psychologie transculturelle explore à la fois nos différences culturelles et les ressemblances universelles qui définissent notre appartenance à l'humanité. Le comportement varie-t-il en fonction du sexe ? L'existence de deux sexes est une donnée fondamentale de la vie. Même si les différences entre les sexes ont tendance à attirer notre attention, il est important de se souvenir que les ressemblances sont plus importantes. Qu'apporte à l'homme l'expérimentation animale ? Certains psychologues étudient les animaux sans s'intéresser à leur comportement. D'autres le font parce que la connaissance des processus physiologiques et psychologiques des animaux leur permet de mieux comprendre comment ces mêmes processus opèrent chez l'homme. L'expérimentation animale est-elle éthique ? 7% seulement des expériences psychologiques sont réalisées chez des animaux. Celles-ci sont conduites selon des recommandations éthiques et légales qui évitent que les animaux souffrent. Néanmoins, les associations de protection des droits des animaux soulèvent un important problème à savoir. Est-il justifié de faire souffrir, même pour un temps, bref, un animal dans le but de soulager la souffrance humaine ? L'expérimentation chez l'homme est-elle éthique ? De temps en temps, des chercheurs stressent ou abusent de gens, de manière temporaire, dans le but d'apprendre quelque chose d'important. Comme pour l'expérimentation animale, l'expérimentation chez l'homme fait l'objet de recommandations éthiques de la part des organismes professionnels. La psychologie est-elle dépourvue de jugement de valeur ? La psychologie n'est absolument pas dépourvue de système de valeurs. Les valeurs des psychologues les influencent dans le choix dans leurs thèmes de recherche, leurs théories et leurs observations. De plus, elles donnent une certaine coloration à la terminologie qu'ils emploient pour décrire les comportements et déterminent le type de conseils qu'ils peuvent donner sur le plan professionnel. La psychologie est-elle potentiellement dangereuse ?
La connaissance est un pouvoir qui peut être utilisé pour le meilleur comme pour le pire. Les applications des principes de la psychologie ont été jusqu'à présent, et dans la plupart des cas, utilisées en bien. De plus, elles s'attaquent à quelques-uns des plus grands problèmes de l'humanité et à ses attentes les plus fondamentales. Termes et concepts à retenir. Qu'est-ce que l'attitude scientifique ? C'est une réflexion, pensée critique. Pensée qui n'accepte pas aveuglément les arguments et les conclusions, mais qui, au contraire, examine les hypothèses, débusque les valeurs cachées, évalue les preuves et critique les conclusions. Les limites de l'intuition et du sens commun. Biais de l'après-coup. Tendance à croire après avoir eu connaissance d'un résultat qu'on aurait pu le prévoir avant. Ce biais est aussi connu sous le nom de phénomène de « je l'ai toujours su ». Stratégie de recherche. Comment les psychologues posent les questions et y répondent. Donc on a la théorie, une explication à travers un ensemble de principes qui organise et prédit les observations. On a une hypothèse, prédiction estimable, testable, souvent inférée par une théorie. Réplication, répétition des principes de base d'une étude de recherche, généralement avec des sujets différents, dans des conditions différentes, pour voir si les résultats de base sont généralisables à d'autres sujets et d'autres circonstances. Enquête, technique permettant de recueillir des données sur les attitudes et les comportements des gens, tels qu'ils les rapportent eux-mêmes, généralement en questionnant un échantillon représentatif pris au hasard, randomisé, parmi eux. Étude de cas, technique d'observation par laquelle une personne est étudiée en profondeur dans l'espoir de mettre à jour des principes universels. Effet de faux consensus, tendance à surestimer la proportion des gens qui partagent nos croyances et qui se comportent comme nous nous comportons. Population, tous les individus ou cas d'un groupe à partir duquel les échantillons peuvent être constitués pour une étude. Échantillon randomisé, tiré au sort. Échantillon qui représente une population de la manière la plus juste parce que chacun de ses membres a les mêmes chances d'y être inclus. Observation naturaliste, observation et enregistrement des comportements dans des situations telles qu'elles se présentent sans essayer de manipuler ou de contrôler celles-ci. Alors ça, j'ai un petit exemple pour vous. En sociologie, il y a ce qu'on appelle l'école de Chicago, et les sociologues de l'école de Chicago étaient invités à noter tout ce qu'ils voyaient dans leur environnement proche, et pour étudier aussi les phénomènes sociaux, et donc à ne pas apprendre en fait tout ce qui se passe en termes de faits, d'habitudes, enfin de ce qu'ils vivent, comme terrain d'expérimentation, en tout cas d'observation. Donc une observation naturaliste, voilà, c'est une observation qui étudie dans son milieu naturel, sans influence, sans conditions, voilà. Corrélation, mesure statistique qui indique dans quelle mesure deux facteurs varient ensemble, et par conséquent à quel point un facteur en prédit un autre. Corrélation illusoire, perception d'une relation qui n'existe pas. Expérimentation, méthode de recherche par laquelle un investigateur manipule un ou plusieurs facteurs, variables indépendantes, pour observer leur effet sur certains comportements ou processus mentaux, la variable dépendante, tout en contrôlant les autres facteurs pertinents en répartissant les sujets au hasard. Condition expérimentale, condition d'une expérimentation qui expose des sujets à un traitement, c'est-à-dire à une modalité de la variable indépendante. Condition contrôle, condition d'une expérimentation qui contraste avec la modalité expérimentale et qui sert de situation de comparaison pour évaluer les effets du traitement appliqué. Répartition au hasard, randomisée. Action de répartir par tirage au sort les sujets entre conditions expérimentales et conditions contrôle, de manière à minimiser les différences préexistantes entre les sujets des deux groupes. Variable indépendante, le facteur expérimental qui est manipulé, la variable dont les effets sont étudiés. Variable dépendante, le facteur expérimental en psychologie, le comportement ou le processus mental qui est mesuré, la variable qui peut être modifiée en réponse aux manipulations de la variable indépendante. Définition opératoire, description des procédures ou des opérations qui sont utilisées pour définir les variables d'une recherche. Placebo, substance inerte ou condition qui peut être administrée à la place d'un agent présumé actif, comme un médicament, pour voir les effets qui sont supposés caractériser l'agent actif. Procédure en double aveugle, procédure expérimentale par laquelle le sujet et l'équipe des expérimentateurs sont aveugles, si le sujet a reçu le traitement actif ou le placebo. Cette procédure est couramment utilisée dans les études d'évaluation des médicaments. Exercice de réflexion critique. Non, on ne va pas faire exercice de réflexion critique. Bon, je vous entends d'ici. Oh, on fait l'exercice. Bon, allez, vas-y. Maintenant que vous avez lu et revu le chapitre 1, vous pouvez
Vous pouvez pousser votre apprentissage un peu plus loin en testant votre capacité de réflexion critique sur la scientificité de la psychologie en répondant aux questions de l'exercice. Avant d'aborder ces questions, reportez-vous en guise d'introduction à l'appendice B. Nous, on ne va pas se reporter à l'appendice B, je vais vous donner le sujet et puis vous allez réfléchir de votre côté. Voilà. Philippe, qui enseigne dans une école élémentaire, pense que les programmes éducatifs à la télévision, comme Sesame Street, développent les capacités de lecture chez les jeunes enfants. Il parle de cette idée à ses élèves. Il fait part de ses réflexions à leurs parents au cours d'une réunion. Quelques parents sont très enthousiastes lorsqu'ils demandent s'il y a des volontaires pour participer à une expérience de 3 mois pour tester cette hypothèse. 10 volontaires sont répartis dans le groupe expérimental. Chaque enfant de ce groupe devra regarder tous les jours après l'école le programme Sesame Street, qui dure 1 heure. Les autres 10 élèves, pris au hasard parmi les membres de la classe restant, devront regarder, eux, 1 heure de dessin animé sans portée éducative. Après la période de 3 mois, Philippe administra un test de lecture standardisé à chacun des groupes. Il est ravi de constater que le groupe expérimental a un score moyen au test substantiel plus élevé que le groupe de comparaison. Quel est le comportement cible de l'étude ? Comportement cible de l'étude, capacité de cognitif. Quelle est l'hypothèse de Phillips ? Phillips prétend que le programme éducatif 1 heure à la maison rend le gamin plus performant dans les apprentissages de la lecture. Quelle est la variable indépendante ? La variable indépendante, c'est bien sûr la visualisation ou non du programme éducatif. Quelle est la variable dépendante ? Là, c'est le public en lui-même. Il ne choisit pas l'âge de ses élèves, etc. Ni d'ailleurs est-ce que ses parents vont vraiment faire montrer le programme ? Est-ce qu'ils ne vont pas biaiser eux-mêmes le jeu parce qu'ils veulent aussi peut-être montrer que regarder la télé est peut-être pas si mauvais. Enfin bref, il y a plein de variables dépendantes là-dessus. Énumérez 3 variables qui sont contrôlées dans l'expérience. Donc les 3 variables, c'est je regarde Sesame Street, je ne regarde pas Sesame Street, et j'ai pas la 3e, c'est marrant celle-là. 3 variables qui sont contrôlées dans si vous trouvez, si vous voulez répondre en commentaire, n'hésitez pas. Énumérez 3 variables qui ne sont pas contrôlées et expliquez en quoi elles ont pu affecter les résultats de Philippe. Déjà, oui, demander aux parents d'être les évaluateurs de cette expérience, c'est déjà biaisé parce que les parents, ils ont un affect envers leurs enfants. Donc, c'est biaisé. En plus, il n'y a pas de procédure en double aveugle. Dans le sens où les enfants savent qu'ils vont regarder Sesame Street, ils savent peut-être au courant de l'expérience, les parents aussi savent qu'ils vont regarder Sesame Street, ils sont au courant du but de l'expérience aussi, dès le début. Donc ça biaise forcément la chose, ça la biaise fortement. Et en plus, il prend ses élèves à lui. Donc lui-même est biaisé par sa subjectivité, il devrait prendre une autre classe qu'il ne connaît pas et proposer cette expérience. Je pense qu'elles sont les trois variables qui sont un peu bancales. La recherche a-t-elle été en mesure de tester de manière valide l'hypothèse ? Expliquez votre raisonnement, je crois bien que non. On a montré que l'expérience n'est qu'une petite expérience de merde. N'est pas une expérience d'ailleurs. Parce qu'elle ne respecte pas un protocole de recherche qui peut assurer une mise en causalité entre le fait de regarder un programme éducatif à la maison et le fait de réussir à avoir des facilités de lecture ou dans les apprentissages cognitifs. Donc non, dans la cognition, pardon. Mais c'est une expérience qui n'est pas une expérience, qui est peut-être un jeu, peut-être un moyen de se persuader de quelque chose, mais ce n'est en aucun cas scientifique. Lecture complémentaire. Le meilleur effet d'un livre est de stimuler le lecteur à se débrouiller par lui-même. Thomas Carlyle, en 1795, il a vécu de 1795 à 1881. À la fin de chaque chapitre, je fais la suggestion concernant certains livres ou articles que vous pouvez explorer pour avoir des informations supplémentaires sur les sujets abordés. Pour la plupart des étudiants, la source complémentaire la plus utile sera le livre Discovering Psychology de Richard Ostraub, qui est un guide tout à fait novateur. Il commence par des conseils à propos de l'organisation du temps de travail et de la manière d'augmenter vos performances dans vos études. Pour chacun des chapitres, Discovering Psychology fournit des objectifs d'apprentissage, un programme de révision des chapitres, des questionnaires à choix multiples avec les réponses et les explications
explication concernant ce qui est faux pour les choix incorrects. Une discussion des mots-clés est une explication des mots difficiles et des phrases pour ceux qui ont la première langue n'est pas l'anglais. Mes étudiants qui ont des difficultés aux examens trouvent que c'est un guide précieux, presque comme un répétiteur. Pour obtenir une brochure gratuite décrivant les différents domaines et les carrières de la psychologie, vous pouvez écrire à l'American Psychology Association. Bref, je vais vous passer l'adresse parce que j'ai pas un accent anglais des plus folichons. Évidemment, c'est une bibliographie qui est totalement en anglais, mais il se peut que vous trouviez des traductions en français, donc je vais les dire quand même. Vous trouverez ci-dessous d'autres références intéressantes. American Psychology Association en 1993, Guideline for Ethical and Conduct in the Care and Use of Animals, Washington, D.C. Une brochure de 11 pages, éditée par le comité de l'American Psychological Association sur la recherche animale et l'éthique. Elle décrit les règles pour l'achat, les soins et l'utilisation d'animaux. Vous pouvez vous procurer un exemplaire gratuit en écrivant à l'adresse suivante: Science Directorate, American Psychological Association, 750 First Street, NE, Washington, D.C., 200-02, K-4242, USA. Mais je pense que sur le site, on devrait trouver. Paulo J.R. en 1988, Enumeracy, Mathematical Illiteracy and Its Consequence, New York, Hill and Wang. Un livre amusant et rempli d'exemples humoristiques montrant les erreurs de notre intuition mathématique et pourquoi nous devons être plus compétents en mathématiques et statistiques. Bah oui, parce qu'on oublie un truc, c'est que si on apprend les maths aussi à l'école, c'est aussi pour détecter ce genre de raisonnement à la con, d'expérience qui est foireuse, ou juste de faire fonctionner ces 3 neurones sur des logiques. Parce que les mathématiques certes ont des applications, on va dire, avec des sciences plus concrètes. Je refuse le terme de sciences molles, sciences dures, je trouve ça tellement vulgaire. Bref. Donc sur des sciences beaucoup plus pratico-pratiques. Mais le raisonnement mathématique est un raisonnement qui reste logique. Donc exercer son cerveau à une pensée logique va aussi l'entraîner à exercer une logique dans ses conversations, dans son argumentation, dans la construction de son raisonnement. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de philosophes qui estiment que l'apprentissage des mathématiques est une des façons les plus saines et efficaces pour raisonner par la suite dans ce qu'il y a de plus philosophique. C'est F. Descartes. C'est pour le petit... comment dire, petite anecdote, parce que Descartes c'était un badass quand même, au niveau géométrie, mathématiques, il en a écrit des trucs avant de faire de la philosophie, d'être connu pour sa petite phrase, parce que c'est vraiment une petite phrase en plus, je pense donc je suis, c'est vraiment bref, c'est la petite phrase de conclusion qui a certes un grand impact en philosophie, mais qui en réalité, sur tout ce que dit le discours de la méthode, n'est vraiment pas grand-chose. Et pour ce que les étudiants en retiennent et le déforment, ils sont tombés. Reprise de la lecture. Shaughnessy, Gigi et Zech Meister, E.B. en 1994. Research Methods in Psychology, New York, McGraw-Hill. Une introduction excellente et progressive aux méthodes statistiques de base et aux protocoles utilisés par les psychologues et qui montre comment l'utilisation quotidienne de ces méthodes peut améliorer notre raisonnement. Stanovich K.E. en 92, How to Think Straight About Psychology. Donc Glenview, Hill, Scott Forestman. Une lecture agréable pour ceux qui désirent penser avec justesse à propos de beaucoup de choses et qui nous montre comment les médias populaires nous induisent en erreur et comment nous trompons nous-mêmes. Alors, notez que les références sont assez datées. 93, 88, 94, 92. Donc on est déjà à une trentaine d'années. Il y a sûrement des références plus actuelles, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas oublier que ce livre a été écrit à une certaine époque. Il a été écrit en 85, je crois. C'est ce qui a été dit dans l'introduction quand je l'avais lu. Je vois 86 même, un copyright qui date de 86, donc oui, il se peut qu'il ait été écrit en 85. Donc forcément, il date un peu ce livre. Faut bien se le mettre en tête. Ce livre date un petit peu. Cependant, il a quand même le mérite de brosser un portrait assez complet de la psychologie,
même si je pense qu'il y a des recherches qui ont dû quand même faire évoluer tout ça, hein. C'est le propre d'étudier une discipline, c'est qu'on doit connaître ses basiques et connaître aussi ses évolutions. Mais comme c'est une science qui est assez jeune, forcément, il y a beaucoup d'évolutions et de choses à regarder et à observer. Et c'est pour ça que j'ai plein d'autres livres de psychologie, hein. Il ne faut pas déconner. J'ai le vocabulaire de la psychanalyse, hein. Je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Lui aussi doit être un peu vieux, je pense, hein. Je peux me faire regarder 2 minutes, par curiosité. Je sais que je prends votre temps de vidéo, mais si vous en avez marre, vous faites arrêter et puis c'est tout, hein. À un moment, c'est bon, quoi. Je suis pas votre nounou. Première édition, alors celui-là, il date de plus, en plus loin, tu vois. Première édition, 1967. Il y a cinquième édition qui a été faite en 2007. Et un 9e tirage qui a été fait en 2023, en novembre. Voilà. Donc il y a eu des rééditions de ce livre, qui a été remanié au fur et à mesure des âges aussi. Et je vous ferai des lectures parce que c'est en forme de dico et il prend des notions. Et d'après il donne des définitions à des notions psychologiques et de psychanalyse, quoi. Vocabulaire de la psychanalyse, tout est dans le titre. De J. Laplanche et J.B. Pontalis, aux éditions PUF. C'est super. Voilà, nous avons fini notre chapitre 1. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Prochain chapitre, neurosciences et comportement. Ça va parler biologie, ça va parler système nerveux et hormonal, ça va parler cerveau, bref. Si vous êtes un peu sensible et que vous tournez facilement de l'œil, ça tombe bien, il n'y aura pas d'image, il n'y aura que ma voix. Ma petite lionne, je pense fort à toi.